Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre Comportement et posture pour sa réédition après 15 ans d'existence. Donc, je vais vous raconter comment il est né ce livre et puis pourquoi j'ai fait une révision et puis bien sûr les particularités dans cette nouvelle édition. C'est parti! Si ça veut bien, c'est toujours pareil. Ouh, que ça m'agace. Voilà. Les problèmes de technique. Alors, ce livre, il est... mais c'est pas possible. Tac, tac, voilà. On va y arriver. C'est pas toujours facile avec la technique. Donc, ce livre, comment est-ce qu'il est né? Eh bien, en fait, en 2003, est sorti un livre très bien fait, très complet, qui s'appelle, puisqu'il est toujours édité, Cheval qui es-tu, écrit par Michel-Antoine Leblanc et Marie-France Bouissou, et puis pour les photos, Frédéric Chéhu. Ce livre, en 2003, il est sorti sans photo. En 2004, avec photo, avec cette magnifique couverture que vous avez là sous les yeux. Et donc, dans ce livre, il y avait vraiment tout de ce qu'on pouvait connaître, de connaissances sur le comportement du cheval à ce moment-là. Et donc, pour moi, ce livre publié, il n'y avait rien d'autre à raconter sur le comportement des chevaux. Et à la même époque, quasiment, est apparu un domaine que la Fédération française d'équitation a baptisé équitation éthologique. Donc c'était les chuchoteurs, c'était l'équitation comportementale, l'équitation naturelle, que la FFE a baptisé en 2003 équitation éthologique. Et comme la FFE s'est emparée de ce déploiement d'intérêt autour de la manipulation des chevaux, le travail à pied, etc., elle a envisagé des progressions, et donc par niveau, avec les savoirs d'équitation éthologique, qui sont en 5 niveaux, et puis pour les enseignants, les brevets fédéraux d'équitation éthologique, au départ en 3 niveaux, puis maintenant plus qu'en 2 niveaux. Et donc, les savoirs d'équitation éthologique, il y avait quoi dedans? Il y a toujours quoi dedans? Des parties de pratique avec le cheval, à pied et monté, avec aussi du travail en liberté par exemple, mais beaucoup d'exercices à pied, et en partie théorique, ils ont demandé aux chercheurs en éthologie, comme Martinos Berger, et puis moi pour ma casquette aussi de scientifique, ce qu'on pouvait mettre comme contenu qui pourrait intéresser les cavaliers, les pratiquants. Et donc c'est là où ont été posées les bases du contenu théorique des savoirs d'équitation éthologique, à savoir, il faudrait connaître le monde sensoriel du cheval, la communication entre chevaux, ce que c'est que l'observation, comment s'occupent les chevaux sur une journée, à quoi ils s'occupent, donc le budget temps, quelles sont ses relations sociales, comment est-ce qu'un cheval apprend, les contraintes de la vie domestique, la personnalité, qu'on appelle aussi tempérament, et puis les conséquences des comportements de prédation. Et donc, voilà, c'est ce qui a été posé, et moi, ça faisait plusieurs années que plusieurs amis, plusieurs connaissances me disaient « Ah, mais pourquoi t'écris pas un livre ?» Et moi, je disais toujours « ou en tout cas à partir de 2003, je dis il y a Cheval qui es-tu qui existe, je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. » Et puis Pierre Olivier, Pierre qui travaillait à ce moment-là au Haras de la Sens, me dit « Mais tu sais, en fait, pour les savoirs, ce qui manque, c'est un support unique sur ce contenu théorique qu'on attend. Parce que Cheval qui es-tu, c'est bien, c'est très complet, mais c'est trop foisonnant. Et on a besoin d'aller plus à l'essentiel sur spécifiquement ces chapitres-là de manière assez synthétique. » Et là, eureka, je me suis dit « Ah bah oui, je pourrais faire ça. » Parce que c'est ce que je présente habituellement en fait en formation sous forme de PowerPoint. Donc j'avais déjà en fait les supports. Et c'était très vite fait de le convertir en écriture. Et en une semaine, j'ai écrit ce livre, Comportement et posture. Donc ça a été assez vite vu, ce que je pouvais écrire et quoi proposer, puisque en fait, c'était déjà quelque chose que je faisais. Donc j'ai fait mon manuscrit en 2007. Et après, l'étape d'après, c'est évidemment de trouver quelqu'un pour le publier. Et j'avais la chance d'avoir un ami, Laurent Chéhu, qui était très impliqué dans la littérature équestre et connaissait très bien une personne qui travaillait aux éditions Belin à l'époque, Guillaume Henry, qui était un ami donc de Laurent, et qui m'a dit écoute, contacte cette personne-là, et normalement, comme il est directeur de la collection Cheval, a priori, ça devrait l'intéresser. J'ai donc contacté Guillaume Henry, et il a tout de suite accepté mon manuscrit.
Une fois que le manuscrit est accepté, ça ne s'arrête pas là, il y a quand même des choses à faire, et notamment mettre en page, mais aussi, surtout, faire des photos. Donc fournir des photos ou bien les faire avec un photographe. Et donc j'ai eu le plaisir, un très très grand plaisir, à avoir à ma disposition le photographe Alain Loriou, dont j'admirais le travail dans les magazines, par exemple surtout Cheval Magazine, et puis aussi ces très belles photos en noir et blanc, du cadre noir de Saumur, magnifique photo au travail en argentique. Et donc il est venu 2 fois à ma rencontre, là où se trouvait mon cheval Caco en pension, pour faire une série de photos dont j'avais besoin pour illustrer mon livre. Et donc à l'époque, on faisait ça aussi sous forme de CD. Donc il m'avait gravé toute une série de CD pour ensuite sélectionner mes photos. Et puis en plus, il avait fait des super jolies jaquettes là que vous voyez ici. Donc je les garde en souvenir puisque maintenant tout est numérisé. Et on a tout ça sur des disques durs. Mais voilà, c'était très chouette. Et puis j'étais vraiment tellement contente de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très talentueux et qui comprend très vite aussi ce qu'on attend. Donc c'était vraiment un grand plaisir et un contact très facile dès le début. Donc vraiment très chouette de travailler avec lui. Et puis moi aussi, j'ai fourni quelques photos. Donc ce travail-là, puis après il y a eu le travail évidemment de maquette sur lequel j'ai eu mon mot à dire pour tout bien mettre ensemble. Et donc ce livre, il est sorti d'abord dans un format un peu petit. Alors au tout début, j'étais un peu déçue, mais en fait, tout le monde a apprécié ce petit format, qui est un demi A4, que vous voyez ici en couverture marron et orange. Et donc, il avait aussi comme sous-titre « Que devez-vous savoir et observer ?» Et puis on avait les logos, à l'époque des haras nationaux et de la Fédération française d'équitation. Et donc, ce livre, il a eu un bon accueil dès le début, il a été vendu chez Belin. Et ensuite, il faisait donc partie d'une collection. Et cette collection a évolué parce que, du fait du petit format, les gens ne trouvaient pas forcément ce livre en librairie. Donc il a augmenté de format, donc il a été remaquetté. Et donc vous voyez, la maquette est devenue une que j'ai pas du tout aimée, en tout cas pour la couverture, mais bon, c'est comme ça. Il est devenu couverture noire, que je trouvais assez désagréable, mais ça l'a pas empêché ce livre de continuer à être vendu. Notamment, enfin et surtout, parce que justement, il desservait vraiment son but, c'est-à-dire instruire les personnes qui passaient les savoirs d'équitation éthologique ou les brevets fédéraux d'équitation éthologique. Puis, la collection équestre équitation de chez Belin a été vendue à un autre éditeur, l'éditeur Vigo. Et du coup, les livres qui se vendaient bien ont été remaquettés. Ils n'ont pas beaucoup changé, hein, là pour comportement et posture, par exemple, ça a été juste un changement, vous voyez, de couleur que j'ai beaucoup apprécié, que je trouvais très chouette. Et donc ça jusqu'à l'année dernière. Et donc il y a eu 3 couvertures. On peut dire qu'il y a eu 2 éditions, mais bon, en vrai, à part quand il y a eu le changement de format, il y a juste quelques photos et légendes qui ont été ajoutées, très peu, et le texte, lui, n'a pas bougé. Donc on a vendu plus de 19 000 exemplaires, et je pense qu'au moment où je vous parle, en 2024, là, on a dû dépasser les 20 000, puisque l'année dernière, on était à 19 825. Donc, voilà, 20 000, c'est assez... c'est des très bonnes ventes pour des livres comme ça qui restent dans un marché de niche, et surtout sur 15 années. Et peut-être je peux revenir sur le titre. Alors le titre, moi, j'avais aucune idée de titre pour mon livre. Et donc c'est l'éditeur qui avait proposé ça. Je suis pas sûre que le titre soit très heureux, mais maintenant, comme parce que c'est pas un catalogue de posture ni de comportement, même si c'est décrit au fil des pages sur plusieurs éléments, mais c'est pas un dictionnaire en fait, c'est pas une encyclopédie de toutes les postures des chevaux. Et ça, en ça, le titre est peut-être un peu trompeur. Mais maintenant, comme il est positionné dans le domaine de l'équitation éthologique comme une référence, j'ai pas souhaité qu'on change de titre par la suite. Voilà. Et donc, ce livre, Vigo, voyant que voilà, il se vendait toujours bien, m'a proposé de le retravailler si je le souhaitais. Donc l'année dernière, moi, j'avais pas le temps, donc j'ai proposé que voilà, je le fasse pour 2024. Et donc, 15 années après sa première édition, je l'ai retravaillé, donc je l'ai relu, et j'y ai apporté des corrections, j'ai ajouté du texte, ajouté des images. J'ai aussi légendé toutes les photos parce que lors de la première édition, moi j'ai suivi les conseils de l'éditeur qui étaient d'avoir des pages dites de respiration, donc des doubles pages
avec une grande photo, en fait, qui occupait 2 pages, mais qui n'était pas légendée. Alors, j'avais quand même essayé qu'il y ait un rapport avec le chapitre traité, mais c'était pas légendé. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, ces photos-là, maintenant, elles sont toutes légendées. Et même, il y en a d'autres, donc légendées aussi, et qui correspondent au contenu des chapitres. Et donc, je vais vous expliquer en quoi, voilà, sur quoi portent les corrections, l'ajout de texte, les ajouts d'images, c'est pas la peine, mais voilà, je vais vous expliquer ça. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai souhaité aussi garder la même photo de couverture pour vraiment qu'il y ait une continuité et qu'on sache l'identifier et le retrouver, et qu'on sache que c'est le même livre. Et aussi, voilà, bah, du coup, il y a des nouvelles couleurs, ça c'est un petit peu une obligation quand on change d'édition voilà, pour faire du renouveau. Déjà, le sommaire, je le rappelle ou je le présente pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a une introduction un premier chapitre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'éthologie ?» Ensuite, on est sur « Apprendre à observer » où là, c'est un QCM avec des photos et des propositions d'interprétation du comportement qui est mis en image. Ensuite, on parle du monde sensoriel du cheval. Ensuite, la communication entre chevaux, puis l'organisation sociale, son emploi du temps, les contraintes de la vie domestique, c'est là où on va parler de bien-être, l'apprentissage chez les chevaux, que je vais développer vraiment tout à l'heure, parce que c'est le chapitre qui a le plus bougé, le tempérament, et enfin les conséquences des comportements de prédation. Et puis, comme dans les précédentes éditions, j'ai fait des tests, des QCM, pour chacun des 5 savoirs, où on peut évaluer ses connaissances, et puis il y a les solutions, bien sûr, qui sont apportées quelques pages après. Et enfin, une dernière partie qui est approfondir vos connaissances avec des conseils de lecture. Et là, pour la nouvelle édition, il y a beaucoup plus de choses qu'auparavant, en plus d'avoir les références bibliographiques. Alors, comment il est disposé ce livre si vous l'avez jamais ouvert? Ça reste pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a du texte disposé en colonnes et beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations. Et donc des légendes pour chacune des photos présentées. Donc il y a vraiment, moi je tiens à ça, il n'y a pas une page où il y a du texte seul. Il y a forcément au moins une image, voire davantage, comme sur ces pages-là. Et à chaque chapitre, il y a un résumé de ce qu'il faut retenir. Et aussi, au fil des chapitres, il y a des petits encarts différents, soit pour orienter vers l'observation, donc observer telle ou telle chose, ou des petits encadrés, le saviez-vous? Par exemple, là, un petit encadré sur la manière qu'ont les chiens de regarder les humains, qui fait une différence avec les loups, par exemple. Donc voilà, des petits encarts qui viennent augmenter les connaissances, mais qui ne sont pas forcément attendus, par exemple, dans les savoirs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai repris. Et il y a des rubriques, le saviez-vous, des petits encadrés comme ça, qui ont pu être ajoutés. Donc il y en a quelques-uns en plus au fil des chapitres. Alors les rectifications, il n'y en a pas eu énormément, parce que voilà, il ne me semble pas qu'il y ait spécialement d'erreurs, mais c'est plutôt au gré de l'évolution des connaissances, notamment sur le statut du cheval de Przewalski, qu'on disait être le dernier cheval sauvage jusqu'en 2018. Alors je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus maintenant. Ces dernières années, là, j'ai fait des exposés là-dessus. Je vais encore le faire cette année, notamment dans le congrès Pet Révolution. Donc voilà, en soi, c'est un chapitre bien d'une demi-heure à part entière pour l'expliquer, mais en tout cas, c'est plus rigoureusement correct de dire que c'est le dernier cheval sauvage, ou en tout cas, on ne peut plus le dire exactement comme ça. Donc j'ai apporté des nuances dans la manière de le présenter. Et sur tempérament et personnalité, en 2007, quand j'ai écrit le livre, je me basais sur les travaux de Léa Lansade, qui avait fait sa thèse sur ce sujet-là, et sur les publications de cette époque-là. On faisait un distinguo entre les deux. Puis, au bout d'une vingtaine d'années, en fait, maintenant, les termes sont interchangeables et on peut utiliser l'un pour l'autre, même si j'ai gardé les définitions initiales en expliquant les nuances et le fait qu'aujourd'hui, on peut dire l'un ou l'autre, en tout cas dans le langage scientifique. Voilà pour les corrections. Et les nouvelles parties, il y a notamment une préface que je n'avais pas sur mon premier livre. Je ne me voyais pas à ce moment-là, en 2007, demander à qui que ce soit de préfacer mon livre. Pour d'autres livres, je l'ai fait par la suite, par exemple dans Motiver son cheval, avec Thierry Lhermitte qui l'a préfacé, ou Préparer son cheval aux soins vétérinaires avec Alice de Boyer-Desroches, qui est professeure à l'école vétérinaire de Lyon, qui a fait une préface. Mais pour comportement et posture, il n'y en avait pas. Et je trouvais que c'était quand même sympa
d'avoir une contribution d'Andy Booth, qui est un pionnier dans le développement de ce qu'on a appelé l'équitation éthologique, ou à l'époque où il est arrivé en France, en 2000, les chuchoteurs. Il fait vraiment partie de ce mouvement, c'est quelqu'un de très engagé, avec qui j'ai beaucoup discuté au sujet de l'apprentissage chez les chevaux, de comment l'expliquer, qui a fait évoluer son discours par rapport à un discours pas basé sur la science au début, et du coup maintenant basé sur les sciences. Et en plus, je sais qu'il plébiscite ce livre pour toutes les personnes qui viennent en formation chez lui. Donc voilà, je trouvais sympathique de le joindre à la réédition de ce livre. Et donc Andy a préfacé Comportement et posture. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce qu'il a écrit, ce petit mot au début de l'ouvrage. Et en nouvelle partie, j'ai aussi eu envie de poser à plat quelque chose que pendant plusieurs années j'ai présenté lors de mes interventions, que je fais moins maintenant, où je l'aborde de manière plus informelle. Et je me suis dit que ça manquait, qu'il n'y avait aucun endroit où c'était écrit. Et donc, d'où vient l'équitation éthologique? Et donc, le mouvement des chuchoteurs, d'où ça vient, et en tout cas en France, comment ça s'est construit et comment est-ce qu'on en est venu à dire justement équitation éthologique. Et comme je vous disais, ça a été posé par la FFE en 2003. Donc voilà, je reviens un petit peu sur cette historique, cette chronologie. Et donc, ça prend une page, je crois, ou 2 pages, avec évidemment quelques illustrations. Mais du coup, j'ai posé ça avec cette chronologie qui n'était nulle part ailleurs écrite noir sur blanc. J'ai aussi augmenté dans la partie monde sensoriel, j'ai ajouté une petite partie qui s'appelle la perception des humains. Parce que autant on va parler de l'olfaction, l'audition, la vision chez le cheval, etc. Donc les 5 sens, il y a quelque chose de particulier où il peut y avoir une combinaison de tout ça avec comment les chevaux perçoivent les humains, et finalement ça fait partie de leur monde sensoriel. Et comme il y a eu une évolution des connaissances en la matière ces dernières années, eh bien j'ai eu envie de mettre à jour cela. Et donc il y a une nouvelle partie dans le 2e chapitre qui s'appelle le monde sensoriel. J'ai aussi ajouté dans la communication entre chevaux pareil, une petite partie sur les signaux d'apaisement dont on parle beaucoup dans le milieu de l'éducation équine, et qui aujourd'hui, sur le plan scientifique, n'a pas encore été étudié, approfondi. Et par exemple, là j'ai mis cette photo de toilettage mutuel, où on pourrait se dire que par exemple, comme chez les primates, l'épouillage mutuel fait partie de signaux d'apaisement dans un groupe. Et bien chez le cheval, même si on sait que ça provoque un abaissement du rythme cardiaque, eh bien on n'utilise pas en tout cas le terme d'apaisement chez les chevaux. C'est pas un terme répandu, et donc voilà, je le discute de ce qu'on sait aujourd'hui, ou en tout cas des mots qu'on emploie dans le milieu scientifique concernant le comportement des chevaux. J'ai aussi, dans le chapitre 7, les contraintes de la vie domestique, développé la partie, donc c'est la fin du chapitre, sur les signes de mal-être et le bien-être, parce que notamment Alice Rué a fait une thèse sur ce sujet-là. Je parle aussi de la distinction entre bien-être et bien-traitance, et que j'avais en partie développé dans un autre livre qui s'appelle « Mon cheval est-il heureux à l'écurie ?» Mais du coup, je reprends quelques parties là, au regard donc de nouvelles connaissances aussi que l'on a. Et donc en ça, ce chapitre-là est lui aussi augmenté. Et puis alors le gros morceau, eh bien l'introduction, ça va être en lien avec cette question. Alors Martine m'a posé cette question il y a 15 jours, et je lui ai dit ça tombe vraiment très bien, je pense que je vais m'en servir pour présenter mon livre, parce que je pense qu'on est vraiment dans ce nœud-là qui a fait que j'ai complètement réécrit ce chapitre sur l'apprentissage en me disant c'est pas possible, on est toujours confronté à des confusions. Moi j'ai évolué dans ma manière de présenter ces choses-là, et j'ai essayé de m'émanciper par rapport à la manière historique traditionnelle de la présentation scientifique en fait. Donc, pour en venir au fait, Martine pose cette question. J'aurais besoin d'un éclaircissement au sujet de la désensibilisation et de l'habituation, car les explications d'un éducateur divergent de celles très cohérentes aussi d'une formatrice de formation scientifique en éthologie. Selon l'un, l'habituation n'est qu'un objectif,
que l'on peut atteindre entre autres par la désensibilisation, tandis que selon la scientifique, il ne peut y avoir désensibilisation que s'il y a eu préalablement sensibilisation. Dans le cas contraire, on serait dans l'habituation qui est alors un moyen. Ma question est, dois-je présenter à mes élèves ces deux conceptions ou y a-t-il un consensus chez les scientifiques? Et donc là, pour moi, on est exactement dans ce que j'essaye d'expliquer dans ma nouvelle manière de présenter l'apprentissage. C'est que on a cette dualité entre science et terrain, avec des, semble-t-il, contradictions. Je dis semble-t-il parce que en réalité, moi, ce qui m'apparaît maintenant aujourd'hui, et c'est après, je dirais, plus d'une dizaine d'années, on peut dire même 15 ans, hein, d'enseignement de ce sujet-là, que en fait, il y a les scientifiques d'un côté qui expliquent des causes et des effets, et d'un autre côté, des éducateurs de chevaux, mais des éducateurs de chevaux et d'humains qui doivent éduquer des chevaux, qui eux vont être sur comment un humain doit déclencher des comportements chez un cheval. Et en ça, ils ne se positionnent pas chacun aux mêmes endroits. Et les gens de terrain vont, pour certains qui ont étudié les sciences, comme Andy ou Ludovic Fournet par exemple, vont s'approprier les termes scientifiques et parfois leur donner des sens que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas forcément envisagés. Et les scientifiques, d'un autre côté, parfois confrontés au fait que sur le terrain, ça va plus vite en fait que ce que eux vont étudier, vont reprendre des termes de terrain et leur redonner un autre sens. Et en ça, la désensibilisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'initialement, dans les termes scientifiques de l'apprentissage, on a l'habituation et la sensibilisation, dans les apprentissages dits non associatifs. Mais sur le terrain, on a parlé de désensibilisation. Or, on a dit la désensibilisation, elle n'existe pas chez les scientifiques. Et en effet, pendant longtemps, on a dit s'il y a désensibilisation, c'est qu'il y a eu sensibilisation. Mais les gens de terrain, ils disent pas ça. Ils disent on va appliquer des techniques de désensibilisation. Et en fait, dans la désensibilisation, il y a plein de techniques différentes. Et donc, les chercheurs en éthologie aujourd'hui disent ok, il y a ce qu'on appelle de la désensibilisation. Et ça fait appel à différents processus d'apprentissage qui sont pour certains du conditionnement opérant, pour d'autres du conditionnement classique, pour d'autres ça combine les deux. Il peut y avoir aussi de l'immersion qui est encore autre chose. Donc il y a en fait 6 techniques dites de désensibilisation que les chercheurs aujourd'hui appellent comme ça. Donc en fait les gens de terrain et les scientifiques ont tous les deux quelque part raison, c'est pas savoir s'ils ont raison, c'est qu'en fait, ils mettent pas les mêmes mots sur les mêmes choses. Et c'est ça que j'ai essayé de clarifier dans ma présentation. Donc, je vais pas vous faire un cours là sur l'apprentissage, mais je vais vous amener à penser que, voilà, là, dans ce chapitre-là, j'ai essayé de pédagogiquement présenter les choses différemment. Et donc, pour présenter différemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé en 2 parties le chapitre apprentissage. J'ai fait comment les chevaux apprennent, d'un côté, et de l'autre côté, comment enseigner aux chevaux. Donc comment les chevaux apprennent, on va du coup aborder la différence entre science et terrain, comme je viens de vous le faire, ordonner différemment par rapport à la présentation scientifique classique, et je parle aussi de la cognition chez les chevaux par rapport à des nouvelles études qui ont été faites, je dirais, ces 10 dernières années, et qui donc ne figureraient pas dans la première édition. Et je vais par exemple discuter des termes comme l'imitation. L'imitation, dans le langage courant, nous, on y attribue des choses. Dans le langage scientifique, c'est quelque chose de très spécifique. Il y a un cheval qui ouvre la porte de son box en tirant sur le loquet, comme sur cette photo. Eh bien, ça peut être lié à plusieurs phénomènes, en fait. Et donc, pour ça, on a différents termes. L'émulation du but, enfin il y a plein de choses différentes que j'énumère, avec lesquelles je suis pas forcément hyper à l'aise non plus, il faut que je les répète et je les revois, mais pour vous dire, voilà, parfois il y a des mots de terrain qui ont un sens qui n'est pas celui des scientifiques, et donc c'est bien de repréciser les définitions, et on se rend compte que parfois il y a des incompréhensions parce qu'on n'a pas redéfini les termes qu'on emploie. Et donc, dans comment enseigner aux chevaux, là, il est question de techniques d'entraînement. Et notamment, comment utiliser le conditionnement opérant, parce que c'est celui qu'on va le plus utiliser, avec du renforcement négatif ou du renforcement positif. Qu'est-ce que c'est que le clicker training?
et donc les fameuses techniques de désensibilisation. Et pour terminer, les 10 points de l'ISES avec un peu les grands principes liés à comment faire quand on s'intéresse à l'apprentissage des chevaux et quelles sont les grandes lignes à respecter. Et puis bien sûr, un résumé à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros changement dans ce livre qui m'a demandé un gros travail de révision et de réécriture. Je vous avouerai que j'ai fait un premier jet où je pense, est-ce que c'était par paresse intellectuelle où je me suis dit, allez, j'essaye et ça va peut-être passer. J'ai essayé de retravailler ça avec l'ancienne version, l'ancien plan que j'avais, et je l'ai fait relire à 2 copines qui sont Aude et Claire, voilà, qui sont bien calées sur l'apprentissage et m'ont dit ah non, mais tu nous as encore plus embrouillés et pourtant tu arrives d'habitude à nous l'expliquer oralement de manière claire. Donc j'ai dit ok, ça veut dire que je vais faire exploser mon plan et allons-y et changeons ça. Et c'est Aude qui m'a suggéré de ne plus suivre le déroulé historique de comment on présentait habituellement l'apprentissage chez les animaux, que moi j'ai appris à l'université, qu'on retrouve dans beaucoup de livres sur l'apprentissage. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre un grand coup de pied là-dedans et de l'organiser différemment. Et donc je les en remercie parce que je pense que c'est plus abordable de cette façon-là. Et donc pour terminer ce livre, on peut approfondir ses connaissances par des thèmes, et donc des lectures, des visionnages, des formations que je vais recommander. Donc cette fois-ci, c'est classé par thème, alors qu'avant, c'était pas aussi développé. Donc là, il y a quand même 5 pages là-dessus. Et en plus, vous avez toujours accès aux références bibliographiques que je cite. Si vous avez envie de lire des articles scientifiques, vous pourrez avoir les références pour aller les chercher. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce livre et de cette nouvelle mouture. Donc il fait un format comme le précédent, un demi A4. C'est pas tout à fait un demi A4, enfin non, c'est quand même plus grand que ça. Il fait 176 pages, donc il est plus conséquent qu'auparavant. Il est bien sûr en couleur et il est à 21 €, donc il n'est pas tellement plus cher malgré le nombre de pages en plus par rapport à l'édition précédente. Et si vous avez envie de le recevoir dédicacé, vous avez peut-être suivi les autres fois où j'ai présenté des sorties de livres, vous pouvez le commander dès maintenant sur une librairie, le site d'une librairie indépendante, avec le partenariat Equilivre, qui s'occupe de la logistique pour tout ça, et ce qui est précieux, parce que tout ça, ça demande d'acheminer les livres jusque chez moi, de les avoir commandés au préalable. Je reçois une centaine de livres chez moi, et après, donc c'est une gestion de stock, c'est tout ça. Donc Equilivre nous soutient là-dedans. Le pavé dans la mare et aussi support puisque c'est sur son site et c'est lui le vendeur. Donc le pavé dans la mare, donc sur le site du pavé, si vous commandez le livre, alors peut-être vous allez, on va essayer de mettre le lien dans le chat, mais si vous y allez sur le site, vous allez peut-être tomber sur l'ancienne édition. Donc faites bien attention, hein, la nouvelle couverture c'est la bleue, c'est pour ça là j'ai mis des flèches jaunes, vous voyez, donc indisponible de toute façon puisqu'il est épuisé, l'ancienne version. Puis pareil, si vous trouvez des prix extravagants hein, au-delà de 20 €, c'est pas normal. Hein, donc souvenez-vous, il est à 21 €. Eh bien, il faut aller sur le format, donc apparaître là. Et donc vous êtes bien avec la couverture bleue. Ici, vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte, pour certains d'entre vous probablement. Et sinon, il faut créer un compte. Ça va assez vite. Si vous créez un compte, il faut mettre une adresse mail, un mot de passe, vous allez recevoir un email, vous validez sur votre adresse mail et ensuite vous pourrez ensuite revenir sur le site vendeur de la librairie et commander, mettre dans votre panier. Alors là, c'est pas le bon livre derrière, mais c'est pas grave. Vous choisissez ensuite le mode de livraison qui est en Colissimo. Donc il y a un supplément pour les frais de port. Et du coup, vous verrez que le paiement s'affiche avec le total, qui sera donc de 28,36 €, hein, puisqu'il y a quelques centimes. C'est pour la France métropolitaine. Pour les gens qui sont à l'étranger, contactez-moi individuellement. Alors, je vais peut-être recevoir plein de mails, donc j'espère que vous serez indulgents sur la rapidité ou la lenteur à vous répondre au cas par cas. Parce que en fonction, on verra avec
avec le pavé dans la mare, mais voilà, les frais de port sont bien sûr plus importants pour l'étranger. Donc en fonction, on verra si on peut le faire ou pas. Si vous êtes en Belgique, il y a des astuces, il me semble. Voilà, donc dites-moi. Je vais aussi en Suisse au mois de juillet. Mais pour ça, il faut que les livres ils soient déjà achetés, sinon je suis dans l'illégalité pour passer la frontière. Donc voilà, contactez-moi individuellement pour les gens qui sont à l'étranger. Sinon, en France, c'est facile. C'est le Colissimo. Et voilà, de cette façon-là. Et bien sûr, si vous voulez un petit message personnalisé, c'est ici qu'il faut le faire. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions, parce que sinon, pour moi, c'est pas toujours facile ou c'est un peu monotone. Donc, si vous avez une idée de dédicace à vous faire, c'est avec grand plaisir. Je trouve ça plus amusant. Au-delà de faire à votre prénom, à vous, ce que je fais par défaut. Mais sinon, voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas pour me faciliter l'inspiration. Et donc, voilà, après, une fois que vous avez choisi et laissé votre petit mot, bah, vous pouvez payer par carte bancaire. Voilà. Et donc, je pense que vous le recevrez courant juin, puisque bah, moi, c'est le temps que j'ai les livres, que les livres arrivent chez moi, qui sont pas encore là, parce que normalement, la sortie, c'est le 30 mai. Et les acheminements, jusqu'à l'Aveyron où j'habite, voilà, ça met un peu plus de temps. Et ensuite, faut que je fasse les dédicaces, que je fasse la mise sous pli, que j'imprime les bordereaux, que je les colle sur chacune des enveloppes, et qu'ensuite je les apporte à la poste et que je les fasse flasher à la poste. Donc je dois passer dans un bureau de poste pour les déposer. Donc tout ça c'est un petit, voilà, une petite organisation. Et puis après vous les recevrez. Donc soyez pas trop pressés, même si vous avez hâte, on a toujours hâte de recevoir quelque chose qu'on a commandé. Mais voilà, c'est le travail manuel, ça prend un petit peu de temps. Voilà pour tout ça. Et puis, pour ceux qui sont sur le direct, ça va être le temps des questions. Merci de votre attention.